Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a avec nous le docteur Israelski. Et le docteur Israelski est un chirurgien orthopédique microvasculaire certifié qui exerce depuis 34 ans. Il a toujours été fortement impliqué dans l'éducation médicale, les activités académiques ainsi que le travail humanitaire. Diplômé de l'université Howard et du New York Medical College, il a ensuite effectué sa résidence en chirurgie orthopédique à New York dans le cadre du programme médical de New York, avec des rotations au Westchester County Medical Center, au Lincoln, au Metropolitan Hospital et au Sloan Kettering Memorial Cancer Center. Il a ensuite effectué sa spécialisation en microvasculaire de la main à l'hôpital pour les maladies articulaires à NYU. Il a été professeur adjoint de chirurgie orthopédique à NYU de 2000 à 2020 et est actuellement professeur de chirurgie orthopédique à Toulouse. Après son stage, le docteur Israelski a été recruté pour développer le domaine de la chirurgie orthopédique dans la vallée de Hudson et dans le nord de l'État de New York, en créant le premier centre de chirurgie osseuse et articulaire entre New York et Albany. Son centre de chirurgie orthopédique des os et articulations a servi de modèle à tous les centres spécialisés de ce type qui seront construits à l'avenir. Donc aujourd'hui, le docteur Israelski va nous faire une présentation sur le thème des soins primaires en orthopédie, une introduction au langage de base des maladies orthopédiques. You can get started with the lecture. Well, thank you for that introduction. I understood some of it. I heard you said NYU a couple of times, and one of the things that I'm remiss, I'm trying, comprendre créole assez un tout petit. So bonjour, qui j'ai but I'm going to do this in English, and I'll try to do it slowly. So the talk today is going to be on some basics of orthopedics, geared not for surgeons, but for primary care physicians. And I think it's an important area because throughout, let's say, from the United States, from my experience, probably 80% of orthopedic conditions can be treated non-surgically. But there's sort of like this stigma of primary care taking care of orthopedics that you can't touch those cases. And it's simply not true. And especially in areas where you have a ratio of orthopedic surgeon to population that is so bad, meaning in Haiti, I believe it's like 1 ortho to 100,000 people or so. If you had, hello? May I interrupt you so I can say what you've already said? Oh, yes. Sorry. OK. Alors, ce que le docteur Israelski nous dit, c'est que ce dont il va nous parler aujourd'hui, c'est des soins de première ligne en termes d'orthopédie. Il dit que souvent, quand un patient a besoin d'un problème orthopédique, on prend pour acquis que ça prend absolument un chirurgien orthopédique, mais ce n'est absolument pas vrai. Et on peut les traiter en première ligne. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'on exerce dans des milieux où il y a un ratio très faible de médecins d'orthopédistes, par exemple en Haïti, où on a probablement beaucoup plus de médecins de première ligne par capita naturellement que de spécialistes en orthopédie. Go ahead. Thank you. So that being said, if there was more doctors, primary care doctors that can care for non-surgical orthopedic problems, you would expand your provider base. The population stays the same, but the provider numbers go up. So the ratio of doctor to patient is improved markedly if internal medicine, if family medicine, and if, let's say, peds can care for certain orthopedic cases. In Haiti, it would make availability of orthopedic services much better, decrease delay to care. And again, a lot of these non-surgical conditions could be treated just fine with some basic knowledge, which is going to be the context of this lecture. OK. Bon, alors, en fait, si on augmente le nombre
de médecins qui pratiquent en première ligne, qui savent quoi faire dans les cas d'orthopédie. On va à ce moment-là augmenter les ressources en soins orthopédiques sans toutefois augmenter le nombre d'orthopédistes eux-mêmes. Et ça va permettre que les gens soient soignés sur place beaucoup plus vite et qu'on évite de laisser des cas attendre et que ça se complique et qu'on les soigne plus tard. Et c'est le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est ce dont il va vous parler. Go ahead. Thank you. So this lecture may seem some of the aspects intuitive, that you already know a lot of this, but we're going to talk kind of initially about the language of orthopedics and how to describe fractures and things of that sort, and other discussions of where an issue is. Bon, alors aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui peut vous paraître très primaire, mais bon, alors on commence par la base et puis on va aller de plus en plus avec de plus en plus de précision à mesure que le temps passe, mais on commence par la base. Thank you. So there are different types of orthopedic conditions. Orthopedic conditions could be traumatic, as in fractures and dislocations and soft tissue injuries. There's also a term called subluxation. A dislocation is when a joint is completely out of socket. A subluxation is when a joint is partially out of socket. There are degenerative conditions, such as arthritis. There are pathologic or inflammatory conditions, such as tumors, rheumatoid arthritis, which is an inflammatory autoimmune disease. Infections, obviously cellulitis, untreated turns into an abscess, and untreated turns into bone infections, osteomyelitis. There are congenital orthopedic conditions, such as clubfoot, Blount's, scoliosis, and we'll look at some of those. And then there are the metabolic nutritional maladies, such as rickets, scurvy, osteomalacia, and other types of conditions, osteoporosis, renal conditions that lead to vitamin D imbalance, etc. Could we return to the previous? Okay, here. Okay. Perfect, thank you. Bon, alors, il y a différents types de maladies, si on peut dire orthopédiques. Par exemple, il y a des types qui sont d'origine traumatique, comme des fractures, des dislocations ou des sous-luxations, c'est-à-dire que les dislocations, c'est quand l'articulation est complètement disloquée, enlevée de ce qu'on appelle son socket. Et les sous-luxations, c'est quand c'est partiellement disloqué. Ensuite, il y a des maladies qui sont dégénératives, comme par exemple l'ostéoarthrite. Il y en a d'autres qui sont plutôt de type inflammatoire, pathologique, comme des tumeurs ou de l'arthrite rhumatoïde. D'autres qui sont d'origine infectieuse, comme la cellulite qui va se transformer en abcès, qui va se transformer en ostéomyélite. Il y en a d'autres d'origine congénitale, comme le pied-beau et la scoliose. D'autres qui sont plutôt d'origine métabolique et nutritionnelle, comme le scorbut, l'ostéomalacie, l'ostéoporose, les maladies rénales, ce genre de maladies-là. Merci. The language of orthopedics, how to describe an injury and its location, how to describe deformity, how to describe a fracture and a dislocation, and knowing your anatomy and bones is very important. Bon, alors, en ce qui concerne la terminologie ou le langage de l'orthopédie, on va voir comment décrire une blessure et sa location, comment décrire une déformité, comment décrire une fracture ou une dislocation,
et connaître naturellement votre anatomie et vos os. Merci. Basic terms to describe orthopedic conditions. Way to get these out of the way. I can't really. Some of the thumbnails are covering. Just minimize that. Okay, great. Okay. So basic terms to describe orthopedic conditions. And this sounds very basic, but I have to go through this so that these conditions can be discussed. They can still see me. Okay. So proximal, the word proximal, and I know you probably know this, means closer to the shoulder or to the hip. It's close to the central part of the body. Distal means far away from the shoulder or the hip, more towards the hand or the foot. Medial is towards the midline, and lateral is towards the outer side of the limb. So both medial and lateral, the words medial and lateral, applies to the lower extremity and the arm above the elbow. Once you get into the forearm area, you should designate medial and lateral differently. Medial should be called ulnar because the ulna on, can I see myself? I want to see that from, so ulnar would be, I can't see, okay, ulnar would be on this side of the forearm, the side of the small finger. Radial would be on the thumb side of the forearm, here. So in the forearm, you should designate radial aspect of the forearm. Just tell me, are you seeing me? Yeah. And ulnar aspect of the forearm. And that's how you describe these areas. Bon, alors ici, on retourne encore une fois à la base et ce qu'on parle, par exemple, en ce qui concerne les membres, lorsqu'on dit proximal, il s'agit d'une blessure qui est située près de l'épaule ou près de la hanche. Lorsqu'on dit distal, c'est ce qui est plus près de la main ou du pied. Ce qui est médial, c'est près du milieu, de la ligne du milieu du corps. Ce qui est latéral, c'est ce qui est plus vers le côté extérieur du membre. Et médial et latéral, ce sont des désignations qui s'appliquent aux extrémités inférieures et aux bras au-dessus du coude. Merci. Basic terms continued. So in the hand and the forearm, we talked about the radial and the ulnar aspect being lateral and medial. And in the hand, this is the dorsal surface of the hand. This is the volar surface of the hand, or some people will call it palmar or volar. When it's in the foot, it's dorsal, and instead of palmar, the bottom side of the foot, it's not called palmar or volar, it's called plantar. Plantar surface. Bon, alors, on continue dans la main et l'avant-bras. Lorsqu'on dit l'aspect radial, on parle de latéral, du côté qui est extérieur. Et en ce qui concerne le cubitus, on va dire médial. Et pour la main, on va dire sur le dos de la main, on dit que c'est la face dorsale. Et naturellement, à l'intérieur de la main, oui, la paume de la main, on va dire volar. En ce qui concerne le pied, sur le dessus du pied, on va dire la surface dorsale. Et ce qui est sous le pied, on parle de la surface plantaire. Merci. Basic terms to describe the habitus or the position of a limb. So the word bow-legged really is a varus condition. And the word varus means rounded, and the apex is lateral. So bow-leggedness is the same thing as varum. Genu in Latin means knee. So genu varum is a varus knee. And the way I always remember varum,
this is kind of, I don't know if this will work, but R is kind of a rounded letter. So that's bow leg. Knock-kneed, where the knees come together, is called valgus. And you see the way this almost looks like a V? I remember it that way. It may not make sense for you to remember it that way, but that's how I remember it. So varus is rounded like an R, and then valgus has knock-kneed, and I think of the V matching this indentation of the knees coming close to one another. And then another example would be a valgus, because this is valgus, would be a valgus ankle, like in a dropped medial arch. Some people have flat feet, or pes planus. Pes in Latin is foot, planus is flat. And a flat foot, you can see the normal foot should not go out like this. So this is a valgus ankle from dropped arches. If you see someone standing and only one side is valgus after an injury, but the other side is straighter, that means they may have ruptured a tendon on the inner side of the ankle. It's complicated. It's called the posterior tibial tendon, and that helps hold the ankle in varus. Some kids with congenital disease have congenital varus, where the ankle is rolled in. Clubfoot has that, where the ankle's rolled in, and at the same time, the ankle is plantar flexed. And we're going to look at some of these other things. OK. Sorry. Thank you. Bon, alors, maintenant, on continue avec les termes de base pour décrire les différents problèmes avec des membres. On voit en premier les jambes qui sont arquées, et on appelle ça genou varum, ce qui est l'expression latine. Et le truc que le docteur Israelski a adopté pour s'en souvenir, son truc mnémonique, c'est que la lettre R est une lettre un peu arrondie. Et on voit ici que les jambes arquées s'arrondissent un peu vers l'extérieur, les genoux s'éloignent. Et à l'opposé, il y a des genoux qui vont vers l'intérieur, ce qu'on appelle genu valgum, et on voit qu'il y a un peu comme le V de la lettre du mot valgum, on voit que les genoux s'en vont vers l'intérieur et que ça forme un peu comme la lettre V. C'est le truc mnémonique pour s'en rappeler. Et ensuite, on voit aussi pes valgus, ce sont les chevilles qui tombent vers l'intérieur. Ça arrive, il y a des gens qui sont nés comme ça, mais ça arrive aussi si quelqu'un a les pieds plats, ou bien si quelqu'un s'est blessé un tendon qui est un tendon postérieur qui a aidé à soutenir la cheville. Et puis, on voit ça si une cheville est comme pes valgus, c'est que l'autre pied, la cheville et le pied sont droits. À ce moment-là, on peut voir que la personne a eu une blessure à une cheville qui a guéri comme ça. Merci. Motion of a limb. There are different motions and they have nomenclature. Abduction is away from the body. Adduction is bringing the arm towards the midline of the body. All right? External rotation and internal rotation. External rotation is also known as lateral rotation, and that's where you're turning the limb outward, almost palms up. You're actually also supinating your hands as you laterally rotate. Medial rotation would be almost something called pronation, where you're pronating your hand and turning it downward. And so abduction in the leg, adduction. Abduction in the arm, adduction. Lateral rotation, otherwise known as external rotation, turning the foot outward, and medial rotation, turning the foot inward. Flexion extension, I think you all know this. Flexion of the hip is straight up. Flexion of the knee is bending this way. Flexion of the shoulder, very important, is this way. It's called forward flexion.
elevation and depression of the shoulders. And here, extending the upper spine and flexing the upper spine. Oh, sorry. And here we have supination and pronation. And that's supination is turning the palm up. I always remember sup, up. Pronation is turning the palm down. And here we see flexion of the knee, flexion of the elbow, dorsiflexion of the wrist, palmar, remember palmar, flexion of the hand, whereas in the foot, it's called plantar flexion. Remember, the bottom of the foot is the plantar surface. The bottom of the hand is the volar surface. Volar flexion, plantar flexion, dorsiflexion, dorsiflexion, extension. Inversion of the foot is going into varus. Remember, it's round. Eversion of the foot is going into a valgus type ankle. Bon, alors, on continue avec les termes de base. Alors, on va parler de abduction et de adduction. Et alors là, ici, ce qu'on voit, c'est que abduction, c'est lorsqu'on va tourner, par exemple, la jambe ou le bras vers l'extérieur, et adduction, on l'amène vers le milieu, en fait, vers soi. Et quand on parle de rotation, c'est la rotation externe ou interne. Alors, vous allez voir si vous tournez, par exemple, si vous bougez un membre vers éloigné de soi-même, ça, c'est la rotation externe, et interne, c'est quand c'est vers soi. Avec la flexion et l'extension, on va voir que la flexion, par exemple, s'il s'agit d'un bras, ou s'il s'agit de l'épaule, on va emmener le bras vers l'avant. Et lorsqu'on parle d'un genou, c'est le contraire. Le genou, on va le fléchir naturellement. Et lorsqu'on parle ensuite de la main, on va soit fléchir la main vers le haut, disons, ou bien, ça c'est la dorsiflexion, et si on fléchit plutôt vers le bas, ou comme si on voulait aller toucher le coude, ça c'est palmaire. Et pour le pied, c'est la même chose. La dorsiflexion, c'est quand on va le fléchir vers, un peu comme si on voulait aller vers le plafond, et la plantaire, c'est si on voulait aller vers le plancher. Merci. So the language of orthopedics, that's what we're talking about. Oh. Okay, this is very basic. These are the parts of the bones. Remember the names. The end of the bone is called the epiphysis. The growth plate is usually in this area, but this is an adult bone. Then you have the metaphysis, and then the diaphysis is the shaft. That's where your canal is, your intramedullary canal. And we all know that our canals are hematopoietic. They produce blood in the bone marrow. So epiphysis, metaphysis, diaphysis. This line represents an intra-articular fracture. We'll look at that later because the fracture goes into the joint. So that term, intra-articular. Bone from here in the metaphysis region tends to be spongy, called cancellous bone. We use more usually cancellous bone from the hip joint, from the hip, from the pelvis, from the ilium. And we use that for bone grafting in orthopedic procedures because it's got such a rich blood supply, and the blood cells are loaded with osteoblasts, which help to heal bone as an augment to fracture care. The diaphysis on cross section is very dense bone, almost like if you cut a tree, you see the rings of the tree. That's very hard bone. That's called cortical bone. So near the ends of the bone is cancellous. The middle of the bone is cortical, hard. Bon, alors, encore une fois, on retourne à la base.
Ici, on voit un os long. Et ce dont on parle, justement, c'est de l'anatomie des os longs. Alors, on voit en haut la tête de l'os qui est l'épiphyse et la plaque de croissance. Et on voit juste la partie qu'on voit après l'épiphyse, c'est la métaphyse. Et ensuite, on va voir la partie longue. C'est la diaphyse. Alors, on a l'épiphyse, la métaphyse et la diaphyse. Et on voit à droite de la diapositive comme une tranche un peu grossie de la métaphyse. Et on voit que c'est composé d'os spongieux. Et c'est de ça qu'on utilise pour faire des réparations en chirurgie orthopédique. Merci. These are the types of fractures in general. There is fractures like this. This is a fracture of the thigh. And I would describe this, remember the language of orthopedics. How are you going to communicate this to your non-surgical colleagues, primary care physicians versus your surgical colleagues? This would be, if this was a closed fracture, if the skin was not, breached, this would be called a mid-shaft or a diaphyseal. Remember the diaphyseal fracture of the femur. This just represents hematoma. Remember, with a femur fracture, you could lose 1 liter or 2 of blood, and it's very serious. These should be referred always to a surgeon. We'll talk about later what fractures are fractures of necessity that you must send out to a surgeon versus fractures you can treat. This is an open fracture. Obviously, the bone is sticking out. This is an intra-articular fracture. Articular means joint. The fracture goes into the joint, okay? Bon, alors passons maintenant aux maladies ou blessures traumatiques des membres et des types de fractures. Alors, on voit la diapositive à gauche, c'est une fracture de la cuisse, donc c'est une fracture du fémur et on voit qu'il y a l'hématome qui se forme tout autour. Ça, si ça arrive, on va en reparler plus tard, mais ça, c'est si c'est, par exemple, une fracture du fémur qui est comme ça, on doit tout de suite le référer en chirurgie orthopédique parce que c'est un gros os, puis on peut perdre jusqu'à 1 litre de sang. Ça, il faut y voir tout de suite. Ensuite, on voit à côté qu'il y a une fracture ouverte. La peau n'est pas intacte. L'os a percé la peau. Et on voit que ça saigne à l'extérieur de la jambe. Et la troisième, c'est une fracture intra-articulaire parce qu'on voit que la fracture, on voit que c'est dans l'épiphyse. Puis ici, on voit que ça se rend au genou. Donc, ça c'est une fracture intra-articulaire. Merci. So, different types of terms for fracture displacement. There's alignment, angulation, apposition, translation, rotation, change in length. Bon, alors maintenant, on parle de la nomenclature des déplacements de l'os dans les cas de fracture. Alors, il y a l'alignement, l'angulation, la position, la translation, la rotation et la modification de la longueur de l'os. Merci. So, and here's a picture of that. We talked before, remember? Valgus, right? It's going outward. Varus angulation. This is anterior angulation. We used to call it apex anterior. Remember, this is anterior. This is posterior. Anterior is in the front. And this is posterior angulation. This is rotational deformity. All the fingers, when you make a fist, should point to the scaphoid. If you have a phalanx fracture that's rotated, when you make a fist, it'll cross over. So that shows rotational deformity. This is shortening. The bones are not end to end, and they can shorten on one another. This is called translation, which is shifting in the horizontal plane
This just shows a lady with a hip fracture, a person with a hip fracture. You see, there's the hip fracture, and the leg is externally rotated. So when someone's laying on their back after a fall and they're elderly and their leg is rotated outward, externally rotated or laterally rotated, and it's shortened, you see how the hip is shortened. Shortened external rotation is a hip fracture until proven otherwise. Okay. Bon, alors ici, on voit les différents types de déplacement de l'os qui se produisent lorsqu'il y a des fractures. Alors, on voit ici, la première, c'est ce qui s'appelle l'angulation valgus, et on voit que l'angulation s'en va vers l'extérieur. Vers l'extérieur, non, vers l'intérieur du membre, pardon. On voit que et ensuite, la prochaine, c'est varus. On en a parlé tantôt, varus et valgus. Et là, on voit que les os s'en vont plutôt vers l'extérieur du membre. Et ensuite, on voit l'angulation antérieure, c'est-à-dire que l'os est cassé de manière à ce que ça pointe plutôt vers l'avant. Et ensuite, la postérieure, ou au contraire, les os sont déplacés vers l'arrière. En ce qui concerne, ici, le poignet, on voit un déplacement rotationnel du scaphoïde. Normalement, lorsqu'on ferme le poing, tous les doigts vont pointer vers le même endroit. Mais lorsqu'il y a une fracture du scaphoïde, les doigts ne pointent pas tous exactement dans la même direction. Il y a un léger déplacement. Ensuite, il peut y avoir un raccourcissement du membre lorsque l'os est cassé et que les morceaux se chevauchent. Et ensuite, on parle de translation lorsque une partie de l'os s'en va dans une direction et que l'autre s'en va dans une autre direction. Merci. I didn't say anything about the hip down there. Sorry. Just okay. Externally rotated. Chez une personne âgée, lorsque l'on voit que la personne est couchée sur le dos, que le membre blessé tourne vers l'extérieur et qu'il est plus court, à ce moment-là, on va tout de suite conclure qu'il s'agit d'une fracture du fémur jusqu'à preuve du contraire. Okay, merci. Fracture patterns. These are all the different fracture patterns. And rather than naming them, we'll go right to the picture, okay? So this is a transverse fracture because it's transverse. This is an oblique, or sometimes called a short diagonal. This is a spiral, sometimes called a long diagonal. Okay. This is comminuted, which means multiple fragments. This is segmental because there are multiple segments. This is impacted. You can see this person probably fell on their hand or elbow and the bone pushed into the humeral head. That's impaction. Avulsion is a very important term. It is when a muscle or a tendon, actually, muscles are attached to tendons, which attach to bone. So ligaments, by the way, hold things together. Like ligaments are what hold the bones together. But muscles attach to tendons and they move bones and shoulder, like the shoulder. This is an avulsion where a muscle tendon unit pulls off a piece of bone. This is a compression fracture because the spine is compressed. This is pathologic fracture. You see how it looks like a tumor on the end of the bone. These are called green stick fractures in children. You see the growth plates are open. A green stick fracture is essentially a fracture of only one of the cortices. Like a green stick of a tree that was a living. If you bend it, it'll buckle on one side, but the green stick will bend on the other. And a torus fracture is a buckle fracture involving both cortices. Bon, alors les modèles de fracture. Alors le premier, c'est le transversal. On voit ici dans l'image que c'est
comme s'il avait été scié et ça n'a pas bougé beaucoup. Ensuite, oblique, on voit que la fracture est un peu dans un angle. En spirale, c'est la fracture est comme un peu plus sur la longueur. Puis, c'est en diagonale aussi. Ensuite, il y a celle-là où il y a des fragments, on appelle ça égrené ou fragmenté. Ensuite, segmenté, là, on voit que la fracture est l'os, en fait, est en plusieurs segments. Ensuite, impacté, c'est lorsque l'os qui est cassé, il s'enfonce dans son socket. Et ensuite, l'avulsion, on va voir, c'est lorsque l'humérus est... il y a un petit morceau comme un chapeau qui s'est enlevé. Par compression, on va voir que on voit ici qu'il y a on voit ici des disques et des vertèbres, puis on va voir qu'il y a une compression où il y a plein de petits morceaux qui sont écrasés. Ensuite, quand il s'agit d'une fracture pathologique, ça provient d'une maladie osseuse ou bien d'une tumeur. Et on voit que c'est cassé, mais on voit aussi que c'est abîmé à un petit peu plus loin que la fracture. C'est pas juste cassé. Il y a autre chose. Et ce qu'on appelle une fracture en bois vert, c'est quelque chose qu'on voit chez les enfants où c'est pas cassé comme complètement d'un bout à l'autre. Ben, pas d'un bout à l'autre, mais disons dans le sens de la largeur, c'est pas cassé complètement. On appelle ça une fracture en bois vert. Et aussi, what did you say about buckle? So a buccal fracture is, you see how a green stick is one cortex, Oui. but a buccal, you see how both cortexes are fractured. And by the way, the reason I bring these up is these, if they're not angulated, could easily be treated with a splint or a cast by a non-surgeon. But buccal, torus, both cortex, green stick, one cortex. That's basically it. OK, merci. Alors, chez les enfants, on a parlé de fracture en bois vert. Il y a juste un cortex qui est affecté. Et puis, ce qu'on appelle aussi buccal ou en boucle, les deux sont affectés. Et ça peut être facilement traité par un médecin qui n'est pas un orthopédiste avec, on peut mettre tout simplement un plâtre, puis ça va être correct, ça va guérir. Now, recall that we're just talking about descriptions and definitions. We'll look at pictures of all these in the next lecture series or the one after when we talk about the specific fractures. This is just to really, for the language of orthopedics, communication and understanding for the sake of discussion of particular orthopedic cases. So we'll go to the next slide now. Oh, okay. This is just some terms. Dislocation. Dislocation means out of joint. This is a shoulder dislocation. Shoulders tend to dislocate inferior and anterior. So shoulders tend to go down and front. Sometimes you could feel the ball of the humerus and a sulcus sign, but don't worry about that. Just want you to know the definition. Dislocation means that the joint is completely out of socket or out of joint. This is an elbow dislocation. This is the humerus. This is the ulna. This is the radial head. The way you describe a dislocation is based on the position of the bone distal to the joint. So this is the joint. This is humerus, is proximal. Forearm is distal, ulnar radius. You see how the ulnar is posterior. This is anterior, posterior to the humerus. Therefore, this is a posterior dislocation of the elbow. That prominence you see here is the olecranon, And so that's how you describe it. You look at the far part of the joint, the distal part of the joint,
where that is in relation to the proximal, and you designate this as a posterior dislocation of the elbow. We're not going to get into treatment right now, but this would be essentially traction applied, this pulled out, pops in, and then we flex the elbow, but don't have to really translate that part because this is just for the language of talking about the position. Okay, thanks. OK. Alors ici, quand on parle de dislocation, on a besoin de réduire ça au plus vite. Et puis, on voit ici, on n'ira pas en détail, mais on peut voir sur la première radiographie, soit que on peut voir que l'os est sorti de son articulation. Puis, OK. Thank you, merci. Okay, some basics of care of a fracture. Obviously, a history and a physical mechanism of injury. An example will be your typical fall on an outstretched hand. You fall and you land on your palm, the palmar surface, and the wrist breaks. So the mechanism of the injury, what happened? Comorbidities, very important. Osteoporosis in the elderly, their bones are thinner, and other conditions, metabolic disease like vitamin deficiencies, etc. And then the physical exam, inspection, looking at it, you see swelling, you see deformity, you see discoloration. If there's, let's say, compromise of blood supply. Palpation, that's touching something. Crepitus, you touch it and it goes crunch, it crunches, or by accident, the patient moves the arm and you hear crunching or you feel crunching, and diminished motion. And then there's stability, ligament injuries, and things like that. So the physical exam, neurovascular assessment, checking nerves, sensation, and blood supply. Bon, alors, les soins de base en cas de fracture. Bon, alors on commence par l'historique du patient et l'aspect physique. Alors, on va voir le mécanisme de la blessure. Exemple, quelqu'un qui tombe par en avant, il met sa main par terre avec la palme de la main, va toucher le sol et ça va faire une fracture du poignet. Et on regarde aussi les comorbidités. Est-ce que la personne a de l'ostéoporose ou des maladies métaboliques qui contribuent aux fractures? Et ensuite, à l'aspect physique, on va inspecter. On regarde est-ce qu'il y a, est-ce que ça a enflé, est-ce qu'il y a on voit une déformation et aussi une décoloration. Ensuite, on va palper et on peut entendre un crépitement ou lorsqu'on touche à la blessure, on va sentir un crépitement ou que les os, c'est comme si les os s'égrenaient. On vérifie aussi l'amplitude du mouvement et on fait une évaluation neurovasculaire. Merci. Basics for care, clean and cover wounds. This is critical. If there's open wounds, clean them and cover them, improving alignment safely, providing stability, usually with a splint or a cast, immobilizing the joint above and below the fracture. So if you have a fracture of the leg bone, the tibia, you will want to immobilize the ankle below and the knee above. And then obviously keeping it elevated, ice. Two things bring down inflammation after an injury, keeping it up, keeping it cold. Then there's obviously crutches, therapy for shoulders, slings. These are just basics. And we're not going to get into too much detail in this lecture there, just to talk about these basic tenets, because when we give the lecture on specific fractures treated conservatively, we'll go more into that. Bon, alors on passe aux soins de base dans les cas de fracture. On n'ira pas en grand détail. On en parlera plus tard. Alors, la première chose à faire qui est extrêmement importante, c'est de nettoyer et de couvrir les blessures lorsque ce sont des fractures ouvertes. Très, très, très important. Ensuite, on doit améliorer
l'alignement du membre et le repositionner d'une façon, ça doit quand même demeurer sécuritaire. Et ensuite, on doit stabiliser. Et on peut faire, il y a des soins quand même assez conservateurs, mais qui fonctionnent bien. On peut poser une attelle ou un plâtre. On doit immobiliser l'articulation en haut et en bas de la fracture à l'aide d'une attelle ou d'un plâtre. Et il y a d'autres mesures. Les choses qui sont importantes pour diminuer l'inflammation, c'est d'élever le membre, de la garder froid, donc on applique de la glace, d'utiliser des béquilles, ou bien dans le cas, par exemple, d'un membre supérieur, on va poser une attelle, puis il y aura aussi des soins, par exemple, comme de la physiothérapie. Merci. When to refer cases to a surgeon. So these are what you send out. Pelvic fractures with pubic diastasis over 2 centimeters. Really any diastasis, and that's where the pubic bone in the front opens up and widens after usually blunt trauma. That goes out. Open fractures should be sent out to be assessed. Displaced intra-articular fractures. These are fractures that go into the joint, and if they're at all displaced, it's going to lead to terrible post-traumatic arthritis. Those need to be reduced, and the word reduced means to put into better position and needs to be fixed usually. Obviously, neurovascular, blood supply or nerve issues, and deep infections, abscesses, bone infections, those should always be referred. You can't treat an abscess, which is a pocket of pus, with antibiotics. You need to do surgery. Same thing with some most advanced osteomyelitis. And then there's fractures of necessity, which we'll talk about. These are displaced fractures that we'll go over, that as soon as you see that, you send it to ortho. Bon, alors, quand doit-on référer des cas aux chirurgiens orthopédiques? Alors, les fractures du pelvis avec diastase de plus ou moins 2 cm. Des fractures ouvertes qui sont dues à un impact de grande force et qui ont quand même où on voit qu'il y a un bon déplacement. Ensuite, des fractures avec un déplacement intra-articulaire, des dislocations avec des problèmes qui apportent des problèmes neurovasculaires ou bien des dislocations qu'on ne peut pas réduire. Ensuite, des infections graves comme des abcès ou des ostéomyélites. On ne peut pas traiter ça avec des antibiotiques. Il faut faire une chirurgie. Alors, on envoie ça au chirurgien orthopédique. Et ensuite, il y a les fractures de nécessité dont je vais vous parler plus en détail plus tard. Et toutes ces fractures-là que l'on vient de décrire, ce sont des fractures qui ne peuvent pas être traitées sans une intervention du chirurgien orthopédique parce que il y a des risques très élevés de perdre la fonction du membre. Merci. Okay, so the basics of non-operative fracture care. We'll do this when we do the next lecture, but it's what we talked about, immobilizing the joint above or below, elevating it with ice. If you put a splint on and there's swelling distal to the cast, you must loosen the cast or split it, or we call it clamshell, opening up the splint so it doesn't get so swollen. And typically we take x-rays every week or two to look for healing bone. This is important primary care concept. The joints that are not broken, let's say a patient comes to see you with a non-displaced fracture, the fingers are free, move the fingers. If the elbow's free, move the elbow, move the shoulder, move the joints that aren't immobilized, because often those other joints will get stiff in that extremity.
Bon, alors, les soins de base pour les fractures qui n'ont pas besoin de chirurgie, on doit l'immobiliser et on immobilise l'articulation jusqu'en haut et en bas de l'articulation. Et ensuite, on va élever le membre affecté, on applique de la glace et on utilise soit une attelle ou bien un plâtre qui est ouvert pour accommoder l'enflure. Et ensuite, s'il y a un membre distal qui est enflé plus loin que le plâtre, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle justement un plâtre qui est ouvert, un peu comme un coquillage pour faire réduire l'enflure. Et on doit faire des radiographies à toutes les 1 semaine ou 2 semaines pour voir la formation de la guérison finalement. Et ensuite, on doit bouger les membres qui ne sont pas immobilisés parce que si on ne fait pas ça, ils vont devenir un peu raides. Okay, thank you. I want to make one more comment about mobilization. It's not just mobilizing the limb. This is very important for primary care doctors, particularly if you're working in the hospital and maybe you're doing a consult on a hip fracture that's been fixed by a surgeon. Mobilizing people after hip fractures, getting them up and moving, getting them to cough, breathe deep, move their body around in bed to the point they can. By mobilizing people, getting them out of bed carefully after surgery, you decrease the complications of recumbency. So as a primary care doctor, if your surgeon did the job, you want to get that patient up and going, coughing, bringing up any type of mucus, moving their body. People that lay in bed die. And by mobilizing, you decrease the complications of recumbency, including atelectasis, pneumonia, bed sores, deep venous thromboses, pulmonary emboli. You have to mobilize people and get them out of bed. Elderly people that lay in bed can die. This concept of mobilization, not just of the extremities, but of the body, of the lungs, is critical. And it's probably the most important principle that I'm talking about today for the primary care doctor, is getting people moving as early as you can. Bon, il y a une autre chose que je veux mentionner qui est très importante, c'est que les gens doivent bouger. Si vous êtes un médecin de première ligne qui va aller voir un patient hospitalisé après qu'il a eu une chirurgie par un chirurgien orthopédique, cette personne-là doit être mobilisée le plus tôt possible. On doit respirer profondément, se lever, bouger, parce que si ces personnes-là ne le font pas, ils finissent par mourir, surtout dans les cas des personnes âgées. Et le fait de les mobiliser comme ça, de les faire bouger, ça diminue énormément les complications comme les embolies pulmonaires, les plaies de lit. Et c'est hyper important de les faire bouger. Thank you. This next slide, because I know in the interest of time, I probably time this lecture. Maybe we'll do it in 2 parts. This is a very busy slide. And what it is talking about is the materials you need and basic splints and treatment for upper and lower extremity. What's the number slide is this? This is slide number 19. Make note of that. We're going to come back to this slide in future lectures on the treatment of the fractures. This one thing is very simple. I want to let you know. Shoulder dislocations or minimally displaced fractures
usually could just be treated with a sling. But I'm not going to go over all these. We're going to show a couple of pictures. So maybe you can make this translation a little bit more brief, because we're going to revisit this in further lectures. And I have a couple of pictures of splints to show right after this slide. Bon, alors ici, on va y aller brièvement. C'est une diapositive qui est très dense. Et puis, on va y revenir plus en détail plus tard. Okay. Go ahead. Thank you. So this is just an example. This is your typical shoulder sling, good for dislocation, good for a non-displaced or minimally displaced fracture of the shoulder. And we're going to talk about the criteria of when you would send a fracture to a surgeon versus treating it yourself. I just wanted you to see, again, the language of orthopedics. You know, so there's your sling. If somebody has a dislocated shoulder, sometimes there'll be a strap here so the arm doesn't rotate externally. But these are just examples. This is a brace for a humerus fracture called the Sarmiento brace. Posterior splint, you see it's posterior for fractures in this area. And these are prefabricated, but we can do a lecture down the line on how to make these out of slabs of plaster. It's usually a piece of cotton, a slab of plaster, and a piece of cotton, and then you lay it and you wrap it in an ace bandage or something of that sort. So those are just examples. Bon, alors voici quelques exemples d'attelles. Alors, à gauche, on voit l'attelle pour une épaule. Et ensuite, celle à côté, c'est pour une fracture du haut du bras. On l'appelle l'attelle Sarmiento. Et à côté, il y a l'attelle postérieure pour le coude. Et celles-là sont toutes préfabriquées, mais un peu plus tard, je vous expliquerai comment on peut en fabriquer. Merci. Just some other splints. Just some other splints. This is for elbow. This would be, let's say, a fracture of a wrist. You want to go the joint below and the joint above, just for principles. This is just a wrist splint, finger splint. So we'll go through all this another time. Bon, alors ici encore, il y a des exemples d'attelles. Et encore une fois, on va en parler plus en détail une autre fois. Lower extremity splints, knee braces, tibia splint. This is called a cam walker. You see these often. It could be for metatarsal fractures, non-displaced ankle fractures. When you break your toe, you tape it to the next toe if it's not very displaced. Bon, alors ici, on voit d'autres attelles pour le genou, pour le tibia. Ensuite, il y en a une qui s'appelle, qui est comme une botte pour la cheville. Et pour les orteils, on voit que vous pouvez tout simplement les attacher ensemble avec du ruban adhésif, si ce n'est pas déformé. Merci. Evaluation of injuries without fracture. Remember, we talked about inspection. What do you see here? This person twisted her knee. You see that's swollen, that's an effusion. Mechanism would be a twist. And we talked about this before, comorbidities. So inspection, palpation, probably tender, and then something called stability testing, where you check for ligament injuries. Now, we're going to have a lecture given by Dr. Franz Lerboers. He's Haitian-American. I helped train him at NYU. He's going to be giving a talk on the soft tissue injuries. Bon. Ensuite, en passant à l'évaluation des blessures aux membres qui ne comportent pas de fracture, on prend naturellement l'historique du patient, le mécanisme de la blessure, les comorbidités. On inspecte, on fait la palpation et on teste la stabilité. Ici, on voit le genou normal et l'autre qui montre une effusion. Pour aller plus loin sur ce sujet-là, il y aura
un médecin qui est spécialisé là-dedans, dont j'ai aidé à la formation, qui va vous en parler plus en détail. Sorry to interrupt. So it's already 9:05, 9:06 now. Maybe we could, continue this lecture another time and leave 5 minutes for questions. Okay, we're just about at the end of the Okay, no trauma. problem. And so after trauma, if we go back to that first slide, you'll see this is just the trauma section. After this, we go on to degenerative things, and we could do that another time. But I'd like to one more slide, maybe. Is that okay? Yes, sure. Thank you. This is very important. This is stability. And then that'll end the section on trauma. And then we can go to the basics of the other sections later. Shoulder. To test stability, you abduct the shoulder and you rotate externally. And if the person goes like that, it's called an apprehension sign. That's for instability from shoulder dislocation. When the shoulder dislocates, it tears off something in the front of the joint called the labrum. The shoulder joint is very shallow and can dislocate. We'll go more into that when we cover shoulder dislocations, but to check for stability, abduction, external rotation, you pull forward a little bit and they feel like it wants to come out of place. For the elbow, always test stability and extension when you're pushing into varus or valgus. It should not go this way or that way in extension. The hand, the metacarpal phalangeal joints get tested in flexion where they're tight because they're loose in extension. The opposite for the PIP joint. You check the PIP joint in extension because in flexion, it's loose. MP joint, you check stability of the ligaments in flexion. PIP joint, you check stability in extension. The knee, we all know, you check in extension. With the knee fully straight, you can go into varus or valgus. If the knee is perfectly straight and the ligaments on the side are intact, you will not be able to go medially or laterally with the knee. And then there's different tests for ligaments we'll look at next time. The foot and the ankle is called an anterior draw test. The foot is put into plantar flexion. You hold the heel and you pull forward. If you pull the heel forward with the foot in plantar flexion and the ankle crunches or it's loose, that's instability of the ligaments. That's just basic stability examples. We are going to visit this again in the next visit. And then next time, we'll start on degenerative disease of the limbs. So yes, and then that'll finish it. OK. Alors, on termine aujourd'hui. On n'a pas tout à fait terminé, mais on s'arrête aujourd'hui avec l'évaluation de la stabilité. Il y a différentes façons. Il y a une façon de faire bouger chaque articulation et qui va vous donner qui va vous montrer si cette articulation-là est stable ou non. Et comme dans d'autres cas, on va vous montrer, on va y aller en détail une autre fois. Puis on passe maintenant aux questions. Okay. I just wanted to go right to the beginning. How can I get right to the beginning here? And then we can do the questions. Okay. Yeah. So I just want to show you today, we basically just covered trauma, and the rest of the talk goes much quicker because there's just a couple of slides. So we'll take off next time for orthopedic maladies, basic discussion of the language, how to describe it, talk about it, and understand it. We'll start off next time with degenerative changes, and we'll run through these other areas with some quick pictures. The rest of the talk's actually probably just about another 15 minutes. We'll do that next time. So thank you so much. I'm sorry that we ran over, but mi culpa in that I didn't really assess for the translation and me talking relatively slowly for me. So thank you very much. Any questions, I'd be glad to take. Bon, alors
prochaine fois, on passe aux maladies dégénératives. Et ensuite, tous les autres sujets vont passer assez vite. On aura peut-être une quinzaine de minutes. Et maintenant, on peut passer aux questions. Bonjour, j'ai une question. Oui. Je vous remercie pour la présentation. Ma question, c'est, étant donné que vous venez parler de la dislocation, et si on a une dislocation de l'épaule, par exemple, et on aimerait faire une réduction, comme étant donné que la réduction devrait se faire le plus tôt que possible, est-ce qu'il n'existe pas de contre-indication pour la réduction? Okay. If you have, let's say, a shoulder that's dislocated and they want to reduce that because they know that it has to be done as soon as possible, are there contraindication for that? Typically, well, the contraindication for reducing a shoulder is typically if it's in the field, let's say, outside, and you do the reduction maneuver, which we're going to go over those maneuvers in the next lecture. If you don't get it right away, you don't keep pulling. You basically have to go to a center where sometimes they have to give something to relax the muscles, and then the doctor can reduce the fracture. Another contraindication is if you have a bad fracture dislocation. It's not just out of the socket, but the humeral head is broken off. That is something that would be a contraindication for a reduction. Other contraindications would be if you couldn't get the reduction, but the patient had such terrible comorbidities like end-stage heart disease or some disease where they couldn't tolerate an anesthetic or something, a muscle relaxant, then obviously life has to, succeed limb issues. But typically for dislocation of a shoulder, you try to reduce it quickly. If there's a large displaced fracture, you should let that be done by an orthopedic surgeon. But otherwise, if you don't get it in with no significant sedation or muscle relaxants, then you should not keep trying. You should get the patient to a center where they can be placed on their back supine, that's the way we do ours, and give them some type of anesthesia or muscle relaxant for the reduction. Bon, alors il y a des contre-indications. Par exemple, si vous essayez de la réduire, mais vous ne réussissez pas du premier coup, au lieu de continuer à essayer et à tirer, vous devez le référer. Parfois, on peut leur donner certains médicaments pour relaxer les muscles et à ce moment-là, le médecin va être capable de faire la réduction. Ensuite, s'il y a une fracture, et ce n'est pas juste une dislocation, mais que la tête de l'humérus est fracturée. Il y a aussi, si un patient a des comorbidités importantes, comme par exemple une maladie du cœur en phase terminale et qui ne peut pas tolérer certains médicaments comme des anesthésiques ou des choses comme ça, à ce moment-là, il faut penser aussi plutôt à la vie du patient avant de penser à sauver le membre et à ce moment-là, on doit le référer. One more thing comes to mind, and that is the dislocation that is chronic. If a shoulder has been out of socket for a year and you see a patient with a chronic dislocation of the shoulder, and it's rigid, don't even try because you'll just cause more problems. That needs operation. Bon. Je viens de penser à une autre contre-indication. Si c'est une dislocation chronique, par exemple, ça fait 1 an que l'épaule du patient est disloquée, essayez même pas parce que ça va causer d'autres problèmes. Alors, à ce moment-là, ça prend absolument une chirurgie. Hello? Hello? Je n'entends pas. J'entends quelqu'un, un petit murmure, mais pas ce qu'elle dit. Rachel, you can stop recording.